Bienvenue à vous tous, bienvenue dans votre émission Ensemble c'est mieux sur France 3 Bretagne. On est ravis de vous retrouver en ce mercredi matin et tout le monde à la pêche. On s'approche de Noël, c'est sympa. On est dans l'ambiance, Maël? Oui, on va Maël, boire du chocolat chaud. Et puis je vais vous apprendre comment on dit Noël en breton, comment on parle de sapin de Noël, du Père Noël, tout ça pour briller lors de vos dîners. Oh, ça me fait une transition magnifique vers Justine. Justine, vous nous présenterez quoi, dites-nous? Ça va briller vous aussi? Exactement, je vais vous présenter les tenues de fête et puis je vais vous donner un peu de paillettes ce mercredi matin. Parfait, des paillettes, on en aura plein les yeux parce qu'on parlera justement de solidarité à Noël. Ce sera la question du jour, comment être solidaire en cette période de fête? Eh bien, il y en a qui sont solidaires un petit peu toute l'année, mais un peu plus à Noël. C'est ce qu'on verra avec deux associations. On s'intéressera également à une archive INA autour de la pollution de l'eau. Ça se passe à Banalec et nous étions en 1980. Et puis enfin, comme chaque mercredi, Billy est allée à la rencontre d'une association bretonne. Celle-ci porte un nom insolite, elle s'appelle 1488, vous verrez tout à l'heure. Voilà pour le menu du jour. Bienvenue à vous tous. Ravi de vous retrouver. Merci. On va donc se pencher sur la solidarité dans cette période de fête. Eh bien, je vous propose une petite introduction en images. J'aimerais bien faire un geste de solidarité pour Noël. Moi aussi, mais je sais pas quoi. Les Français savent se montrer solidaires. On compte 13 millions de bénévoles et chaque année, on récolte 7,5 milliards de dons, 41% entre octobre et décembre. Alors, si vous ne voulez pas que votre Noël se résume à un festival de surconsommation quand notre pays compte 9 millions de pauvres et 5,5 millions de personnes souffrant de solitude, voici quelques idées. Tout d'abord, regardez autour de vous si vous ne pouvez pas convier pour le réveillon un proche, un voisin ou une personne âgée seule. La solidarité, ça commence par la porte d'à côté ou le bout de la rue. Sinon, vous pouvez mettre vos talents de cuisinier ou de serveur au service de repas de Noël organisés par des associations. L'Armée du Salut ou les Petits Frères des Pauvres recherchent toujours des volontaires. Vous pouvez aussi devenir un Père Noël vert avec le Secours populaire pour distribuer des cadeaux à des familles défavorisées. Ou égayer le Noël d'enfants à l'hôpital avec Tout le monde contre le cancer. Bref, quantité d'associations organisent pour Noël toutes sortes d'actions. Notre conseil, consultez le site tousbénévoles.org qui regroupe pas moins de 2500 partenaires et 7000 missions partout en France. Vous trouverez bien la vôtre. Ça, il n'y a aucun doute. On trouvera forcément une association pour être solidaire. Et on va d'abord faire un petit point avec vous, Olivier Davallot. Bonjour, vous êtes membre du Rotary Club de Vannes. Et vous, la solidarité chez vous, c'est un peu toute l'année, il faut quand même bien le dire. Hein. Oui, on fait, par le biais du Rotary, on fait plein d'actions qui nous permettent justement d'être solidaires, mais plus particulièrement à Noël, avec la fameuse boîte de Noël. Alors, qu'est-ce que c'est que cette boîte de Noël? Montrez-la nous, déjà. Je me permets de vous montrer. Donc, la boîte de Noël, c'est une action solidaire qui a été mise en place par le biais du Rotary Club et moi-même, et dont le but est d'entrer dans les écoles et de donner la possibilité aux écoles qui le désirent de positionner une boîte par classe. Et dans cette boîte, pendant tout le mois de décembre, les élèves vont mettre 7 entrées, 7 plats et 7 desserts. Ce qui fera une sorte de calendrier de l'Avent inversé. Exactement, et à la fin, vous aurez 7 repas complets. Les boîtes seront récoltées donc demain, jeudi 19 ou vendredi prochain, et vont être redistribuées à 4 associations, la Banque Alimentaire, Saint-Vincent-de-Paul, la Tilma, et la dernière, c'est l'épicerie sociale et solidaire de Vannes. D'accord. Alors, combien de boîtes ont été distribuées dans les classes cette année? Alors, l'action, cette année, on est à 300 boîtes. C'est-à-dire qu'on pense qu'on va récupérer 300 boîtes, donc ce qui équivaut à 2100 repas complets. Ce qui est pas mal. Alors, il y a une nouveauté cette année, ce sont les associations qui viennent directement collecter les boîtes. Alors, on va essayer de mettre ça en place, effectivement. Ce sont les associations qui vont venir dans les écoles, parce que le but de cette action était de faire connaître les associations auprès des élèves, parce qu'en général, les ados ou les enfants ne connaissent pas trop tout ce process solidaire. Ouais. Donc, on leur donne la possibilité, par la boîte de Noël, de participer vraiment à cette action locale, solidaire, et de rencontrer ces associations qui sont autour d'eux pour pallier à ce manque d'alimentation. Et c'est un projet totalement bénévole, hein. Tout le design de la boîte, qui vous a aidé, dites-nous? La boîte de Noël, le logo a été créé par une amie, Cécile Gouy. La boîte nous a été offerte pour la première année par ABC Line, une société. Je me permets de leur faire un petit peu de publicité parce qu'ils ont vraiment été très sympas. Après, nous, le Rotary a repayé la fabrication de notre boîte. Naturellement, on a des mécènes qui nous apportent des aides pour justement participer financièrement à ça.
Dans cette boîte, on pourrait imaginer qu'il pourrait y avoir autre chose que des repas. Peut-être à l'avenir, ça peut être aussi d'autres... parce que finalement, c'est un principe qui peut s'élargir. Oui, tout à fait. C'est quelque chose qu'on peut utiliser. Là, l'association, notamment la Tilma, qui est une association qui vient en aide aux femmes qui ont eu des enfants ou qui sont enceintes et qui sont seules. Donc, nous, dans toutes les écoles, on fait faire une boîte par niveau. Donc, par exemple, pour les 6e, les 5e ou les 4e, il y a une boîte par niveau qui va être pour cette association-là et qui contient uniquement des aliments pour enfants, bébés. Alors là, en général, comme les ados et les enfants sont un peu touchés par ça, ils rajoutent des petits bonbons ou des petits jouets. Mais à chaque fois, quelque chose qui peut être utilisé et qui naturellement est neuf. D'accord. Donc voilà. Alors, vous êtes combien de bénévoles pour mener cette action-là, du coup ? Nous, on fonctionne par commission au Rotary. Donc on a plein de commissions. Dans notre commission, on est 4. Et dans le club, on est 25. Donc c'est un petit club assez jeune, très dynamique. C'est bien de le signaler parce que souvent on imagine dans les associations, il y a beaucoup de retraités, mais il n'y a pas que des retraités, c'est pas vrai. C'est vrai qu'on est, je crois que je dois être un des plus âgés d'ailleurs dans l'asso. Donc voilà. Et non, c'est une association un club qui est vraiment qui bouge beaucoup, ouais. Bon, c'est parfait. Vous aviez entendu parler de cette opération Bonne Noël, les amis ? Oui, il se trouve que ma fille est au collège à Vannes, donc il y a une boîte dans sa classe. C'est vrai ? Ah, ben voilà. Oui, donc vous en aviez entendu parler. Non, c'est très important, cette solidarité au moment de Noël et toute l'année. Et c'est pas monsieur Messé qui va dire le contraire. Jean, bonjour. Bonjour. Vous êtes président et animateur de l'association Braise Loto Animation. Vous êtes basé à Vitré, dans le pays de Vitré. Pourquoi l'avez-vous fondée, cette association ? J'ai fondé cette association-là pour récolter des indemnités et faire des opérations nécessaires de solidarité. C'était important pour vous. Ça, c'était avant la retraite, encore une fois, on va le dire. Oui, ça a démarré le 1er janvier 2008 et ça continue toujours actuellement. Alors l'idée, c'est quoi ? En fait, vous faites des prestations, vous animez des lotos. Oui, on anime des soirées lotos. Donc on voit des milliers de personnes. Sur une ensemble d'une année, on voit à peu près, sur 50 animations, on voit à peu près entre 15 et 20 000 personnes. C'est énorme. Non mais vous touchez un nombre impressionnant de personnes et vous reversez vos cachets. Et les indemnités qui sont collectées, qui rentrent dans Braise Loto Animation, servent à faire des actions en direction de plusieurs associations suivant ce que l'on a collecté. Voilà, en fait, c'est un peu comme M. Davalot, finalement. Vous redistribuez à de multiples associations et pas une seule. Ça, pour vous, c'est important. Et c'est assez impressionnant, les sommes récoltées. En 12 ans, vous avez récolté combien, comme ça ? En 12 ans, je pense qu'on a dû récolter environ entre 60 et 70 000 euros. Et c'est pas mal, c'est pas rien, quoi. Et vous êtes extrêmement investi auprès des enfants malades, par exemple. Je sais que ça, c'est vraiment un sujet qui vous tient à cœur. Nous avons soutenu 6 enfants malades. Nous avons soutenu Louise de Château-Giron, Jules de Jonzé, Lisa de Landivy, Evan de Donloup, Kimaya de Louvigné-de-Baie, Théo de Moutier. Nous soutenons aussi le don d'organes de Laval avec l'association Digne d'un don. Récemment, au mois d'avril, nous avons du moins donné 700 € et permis de faire un don au CHU de Nantes de 30 000 € pour le don d'organes. Nous avons apporté 700 €. C'est une petite goutte d'eau. Non, mais c'est pas une goutte d'eau, il ne faut pas dire ça. C'est impressionnant. C'est impressionnant. Nous soutenons aussi le commerce équitable vitréen pour un projet au Rwanda, la construction d'un dispensaire et d'une école. Et nous avons une association qui joue un même rôle que nous sur Vitré, pour laquelle nous aidons, sur laquelle je m'appuie et que j'aide beaucoup. C'est Crayon de couleur de Vitré. Qui regroupe une centaine de jeunes et on est... Vous êtes un vrai petit réseau, très très soudé sur le pays de Vitré. Oui. Vous me disiez, quand on a préparé cette émission, vous refusiez 3 animations loto par semaine. Oui. Vous croulez sous les dossiers, en fait, de demandes. Oui, on est très très sollicité parce que de par l'argent qu'on récolte, c'est vrai que le public a une mauvaise image un peu des animateurs de loto. C'est vrai qu'ils se disent que ça peut être des gens qui sont plus passionnés d'argent que d'autres choses, mais avec vous, nous, c'est pas... on sait que c'est moi, pas c'est ça. pas mon rôle. Depuis 2008, on a construit des écoles et des dispensaires au Sénégal avec le commerce équitable vitréen. On a aidé au financement. Un jour, j'ai un très bon souvenir d'une personne qui était arrivée
un Bosniaque qui est arrivé sur Vitré. Il cherchait du travail. Ma femme a été interpellée dans une galerie d'un centre commercial sur Vitré. Ils avaient besoin d'une poussette pour emmener leur petite fille parce qu'ils n'avaient pas le moyen de transport. On leur a offert la poussette. On a demandé à Bresloto de financer la poussette, de leur financer. Et depuis, ces gens-là, quand ils nous croisent dans la rue, ils nous sont très, très reconnaissants. Voilà, de par ce qu'on fait. Vous avez un grand cœur, franchement, il n'y a pas besoin de le démontrer. Pourquoi vous faites tout ça, Jean? Qu'est-ce qui vous Par passion. Par passion? Oui, par passion, puis on est généreux, voilà. On aime les gens, voilà. Ouais. Voilà, c'est ça. C'est le partage? Voilà. Voilà, puis il y en aura pour des heures à en parler, si vous voulez. Il n'y a pas de doute. On fait tellement de choses. On a monté des projets avec le Club Richelieu de Laval, on a monté des projets avec Rotary, j'ai travaillé un petit peu, le Rotary de Vitré, le Lions de Vitré aussi. Ah oui, vous travaillez tous ensemble, en fait, c'est ça. Sur l'opération de Noël, collecte de jouets, Noël. Tous les week-ends, en fait, vous êtes mobilisés par les motos. Vous avez 48 animations l'année dernière? Oui, et cette année, il y en aura 60. J'ai fait mon calendrier. Quand mes bénévoles vont prendre ça. C'est assez incroyable. Je pense que vous les illustrez très très bien, tous les deux. Je pense qu'au mois de juillet prochain, on fera une belle opération. Je pense qu'on remettra beaucoup d'argent. C'est magnifique. Ce qui serait bien, François, c'est de venir nous voir un peu sur nos animations, de voir un peu ce qu'on fait. Parce que c'est vrai qu'on a eu des caméras déjà. Un coup, sur un auto, c'était étonnant pour nous. Et Vérène aussi, qui était venu nous voir. C'était impressionnant. On vous a entendu, il n'y a pas de souci. En tout cas, merci beaucoup. Oui. Et continuez comme ça, ne lâchez rien. Et surtout, gardez vos yeux qui brillent et qui pétillent. Oui, oui. Je vous propose maintenant de découvrir une autre association. Vous allez voir, Billy est allée à sa rencontre au Château, s'il vous plaît. Vous allez voir. Bonjour Jérôme. Bonjour Billy. Ça va bien? Ça va très bien. Merci d'être venu au château de la Giraudet. Alors c'est ça, c'est ce que j'allais dire. Là, on est à Mézières-sur-Couesnon, au château de la Giraudet. Et toi, on t'appelle GG de la Giraudet, c'est ça? Bah oui, voilà, je suis le châtelain, mais il dit GG le châtelain. Châtelain 2.0, quoi. C'est ça, ouais. Alors on est ici, on est venu vous rencontrer parce que vous avez une association qui s'appelle 1488. Oui. Alors, qu'est-ce que c'est cette association et pourquoi vous l'avez créée? Eh bien, 1488, figure-toi, c'est une date. Une date importante pour l'histoire de la Bretagne, puisque en 1488 a eu lieu la fameuse bataille de Saint-Aubin-du-Cormier, le 28 juillet 1488. Et c'est sur les terres de la Giraudet, du château de la Giraudet, ici même, on va voir l'épicentre tout à l'heure, qu'a eu lieu cette fameuse bataille. Une bataille dantesque, puisqu'elle a vu s'affronter à peu près 11 000 Bretons et alliés des Bretons à l'armée du roi Charles VIII de France, 15 000 Français. Donc bataille assez importante tout de même, quoi. Bataille majeure dans le sens où une bataille rangée à cette époque-là, il y en avait très peu, et les conséquences aussi de cette bataille, pour tout te dire. Ok, donc ça c'est l'idée de départ. Vous avez créé une association. Il y a combien d'adhérents dans l'asso? Alors nous sommes tout petit peu moins de 400, voilà. Ah oui, 400 membres, c'est quand même déjà un beau petit bébé. Oui. Et donc cette asso, son but c'est quoi? Alors, l'idée, c'était de lever un voile sur une histoire oubliée. Cette fameuse bataille de Saint-Aubin-du-Cormier, qui n'est pas citée dans nos livres d'histoire. Okay. Et l'idée, tout simplement, c'était de la raconter comme les anciens la racontaient au coin d'un feu de camp. On nous raconte l'histoire, c'est une histoire vivante, c'est une histoire qu'on veut transmettre aux plus jeunes, puisque c'est leur patrimoine immatériel qui est leur histoire. Ok. Alors vous avez 400 bénévoles, ils s'occupent de tout comment ça se passe? Il y a des différentes équipes. Bien sûr, on a déjà des amoureux de l'histoire en premier qui ont écrit un scénario, qui ont mis en scène. Et puis après, il y a énormément de personnes avec des métiers et des savoirs qui nous ont apporté justement tout l'aspect technique, l'aspect logistique, l'aspect pratique. Ça, là, nous on dit toujours, il y a une richesse. C'est incroyable. Les gens ont une richesse eux-mêmes, et là vous êtes mis tous ensemble. Donc vous créez un spectacle, c'est ça? On a créé un spectacle cette année, en 2019, sur 4 soirs, autour de cette bataille. C'est un spectacle, un son et lumière, donc un spectacle vivant. Donc, il se trouve ici, c'est ça, hein? Complètement ici, là, tu vois, dans ce pré. Dans ce pré, on a mis des gradins pour 1500 personnes. Ah ouais? Vous avez eu combien de personnes? Alors, 1500 personnes par soir ou en tout? Fois 4 soirs. Fois 4... Ah oui.
Donc attends, 1500, 3000... T'es pas loin de 6000, t'es pas loin de 6000. Ah oui, donc ok, donc une grosse structure. Oui. Alors là, les 400 bénévoles sont tous... ils font le technique derrière et le spectacle Exactement, ils ont fait la galette saucisse aussi, il faut pas oublier... on est dans le bastion là. Il faut pas oublier la logistique. Et puis il y a eu à peu près 250 à 300 figurants sur scène. Ah oui, donc un beau spectacle. Voilà, et puis tout ce qui va derrière, toute la préparation, la fabrication en amont, puisque on est une jeune association, donc pas beaucoup de moyens, très peu de moyens, et l'idée c'était de tout faire par nous-mêmes. Voilà, fabriquer son épée, fabriquer son bouclier, fabriquer son casque, fabriquer des costumes. Les couturières ont fabriqué à peu près 1500 pièces de costumes. Ah oui, original, fait comme ça par les petites mains. Original à la main. Ok, 1500 pièces. Donc 1500 pièces, parce que il y a plusieurs scènes dans le spectacle. Quoi. Voilà, c'est un spectacle qui dure à peu près 1h15, 1h20. Donc l'idée, c'est de raconter cette histoire, ce moment un peu épique dans l'histoire de Bretagne, où la Bretagne ducale indépendante du Royaume de France a basculé dans le giron. C'est ça. Voilà. Et donc vous avez des projets à l'avenir ? L'idée, c'est tout simplement, tous les 2 ans, de recommencer un petit peu, de changer le scénario, tout en ayant un tronc commun sur cette histoire et cette fameuse bataille, et de faire revivre de façon un petit peu différente, peut-être, avec un prisme différent, cette bataille et ce moment important de l'histoire de Bretagne, de notre histoire. Bon, et c'est rendez-vous quand, ça, du coup ? Ça sera en juillet 2021. Eh bien, écoutez, on vous donne rendez-vous en juillet 2021, et on va peut-être vous faire un petit coucou à cette époque-là. Avec grand plaisir. Merci GG de la Girondelle. Merci beaucoup. Merci Billy. Au revoir tout le monde. GG quand même, Billy. Bon, Maëlle, à vous maintenant. On va parler... Est-ce que vous savez dire Noël en breton ? Eh bien, ça devrait pas être loin, ça, quand même. Quelqu'un ? On je approche ? me souviens plus trop. Oui, Nédé quelque chose. Nédélec. Ça y est. Et comment on dit joyeux Noël ? Joyeux Nédélec, quoi. Nédélec. Lawen. Nédélec Vous Lawen. n'avez jamais vu écrit ça quelque part, Nédélec Lawen à Blavesma? Parce que Blavesma, c'est bonne année, mais ça, on y viendra juste après. Donc Noël se dit Nédélec, le Père Noël, Père, c'est Tad. Maintenant que vous avez des antisèches, ah bah oui, maintenant c'est ça va facile. beaucoup mieux, là. C'est bon. En Tad Nédélec, et donc joyeux Noël, Nédélec Lawen. Souvent, j'aime bien vous rappeler que le gallois et le breton sont des langues très proches l'une de l'autre. Et là, sur cette expression-là, on n'y rate vraiment pas, puisque Nédélec se dit Nadolic en gallois, vous voyez, c'est quand même pas compliqué. Ouais. Et Lawen se dit, attention, Chawen, le fameux double L que vous aimez tant. J'adore. Voilà. Puisqu'en gallois, ils ont le double L, c'est l'une des très rares langues à avoir ce phonème-là. Ch. On fait comme pour faire un L avec sa langue, on appuie sur le palais et on souffle. Ch. Voilà, c'est très facile, ça ne postille jamais sur son voisin. Non, c'est ce qui est bien. Mais comme ça c'est bien. Quand vous direz Nadolic Chawen à votre voisin, ça va être sympathique. Alors une fête, puisque Noël est une fête, se dit en breton Gouel, Goueliou Braise, vous l'avez peut-être entendu pour la coordination qui organise beaucoup de fêtes et de festivités en Bretagne. Donc, Gouel, le sapin se dit Gouezen sapre. Alors, pourquoi Gouezen ? Parce qu'un arbre se dit Wezen, il y a une mutation, mais Gouezen, c'est pour dire un arbre. Sapre. Pour le sapin, on dit un arbre sapin. Donc, si vous préférez en breton, comme on dit Wezen avalu pour un pommier, un arbre de pommes. De pommes. Voilà. C'est logique. Logique. Jusque-là, tout va bien. Jusque-là, ça va. Sur le sapin, on va y mettre une guirlande qui va se dire en breton garlantes. Voilà. Ça va. Ça, c'est sympa. Ouais. Et les illuminations, c'est joli, parce que la lumière, vous vous rappelez comment on dit lumière ? On dit goulou. Goulou, ouais. Voilà. Eh bien, quand on met de la lumière quelque part, c'est goulaoui, argoulawa dur, donc l'illumination. On peut aussi parler de sclérigène. Sclérigène, c'est la clarté. Ah oui. Donc sclérigène ardure, ça marche aussi. On a le droit de s'en servir. Bon. Et puis, à Noël, on chante. Et soyez pas désolés. Chanter en breton se dit quand non, un chant. Juste avant, pour vous faire marner un petit peu, sinon c'est pas drôle, 2-3 petites expressions de Noël. Voilà, comme ça vous allez réfléchir à ce que je vais vous faire chanter, sinon c'est pas drôle. Danedelek et asten an days, pas a hefelek, dans dekent en blas, pas a roise, da wela rouanet, pas a lué. Répétez après moi, non je rigole. À Noël, le jour s'allonge du pas de Bécasse, au premier de l'an du pas du noix, et au roi d'un pas de veau. Oh, j'adore. Tout ça pour dire que les jours rallonge. Kélienne d'Anédélec, scorne d'Abbas, c'est un peu Noël au balcon, pas cotisons. Mouche à Noël, glace à Pâques. Voilà, alors, pas des glaces à manger, bien sûr, de la glace dehors. Nédélec à Guélian, Nala Carblo, et très diouran. L'année est séparée en deux, il y a la Saint-Jean et Noël. Miskerzu, Misar Guéliou,
Gwel, Gweliou, Gwelfet. Mis Kerzu, mis ar Gweliou et ou mis ar Gwadigennou, celle-là, elle plaît beaucoup à Laurence. Décembre, mois des fêtes et mois des boudins. Ah oui, parce que c'est en décembre qu'on fait les boudins. Bah oui. Bah voilà, moi ce que Ça j'adore, rythme la vie. dans le breton, tout est imagé, moi ça me plaît. Et puis on aime bien manger des boudins à Noël aussi, on a le droit, blanc. Alors, il y a des chants qui existent partout à Noël. Le clou du Vous allez retourner vos petites fiches devant vous, vous avez l'air ravis et enjoués. Et on va s'amuser ensemble. Allez. Oh, oh, oh. Mon beau sapin. Vous aimez bien mon beau sapin? Oui. Vous pouvez pas me dire que vous connaissez pas l'air. Ah bah non. Alors on va essayer d'articuler ensemble. Il nous reste 2 minutes, on est pas mal. Au Gwezen Sapre. Gwezen Sapre, vous l'avez vu? Ouais. Au Gwezen Sapre. Nagaret out Ganyom ni. Jusque-là, c'est pas trop mal. Ganyom. Ganéom ni. Ganéom ni. C'est pas le plus simple. Hein. Glaz vezeste ahedanan. Alors, glaz, en breton, veut dire bleu. Et en breton, le vert de la nature, eh ben, il est bleu. Un arbre, il est bleu. Ah ouais. On dit glaz en breton. À part à er et kreis arguan, er, c'est la neige, arguan, c'est l'hiver, ogwezen sapre, nagar et doute gagnomni. On va peut-être déjà essayer ça. Ce serait peut-être pas mal. Ce sera déjà, pas si mal. on y arrive, attention. On va essayer de pas prendre trop. Ogwezen sapre, nagar et doute gagnomni. Glas vezeste ahedanan, apparaer et kreis arguan. O gwezen sapre, nagar et doute gagnomni. Vous avez déjà essayé, vous avez J'en ai pas resquillé. Vous avez Par contre, vous resquillé. étiez très bon. Bon, on recommence. Alors, Ah, c'était pas mal. vous hein. voulez réessayer ou pas? Ah oui, On a encore le temps juste pour voir on le a encore suivant. le temps. Allez. Nagar Allez, et Jean, doute avec nous. gagnomni, Allez. ça change pas. Dan Eh, vous allez Edelek. faire un tabac dans les lotos si vous changez ça en breton, c'est plus 10 Alors, 000 je peux d'un vous coup. trouver hein, des je chorales vous- sinon, hein, parce que ça existe. Hein. Nadedelek bep bloa et manque, tega ses joies diom, stank à stank. Ouais, ça demande un peu d'articulation quand même. Non, Hein. mais là, Nadedelek bep bloa et manque, tega ses joies diom, stank à stank. On va essayer. O gwezen sapre, nagar et doute gagnomni. Dan edelek bebloa et manque, tega ses joies, diom stank à stank. O gwezen sapre, nagar et doute gagnomni. Je crois que vous pouvez embaucher Nadia. hein. Voilà, on est prêts. On va aller faire les marchés, les fêtes, les lotos. On est parti. Moi, je pense que là. Vous la gardez comme ça? Vous Ah, on la sortez garde. Ça. Allez. Hein, celui qui perd le petit gage de Noël, il chante ça devant tout le monde tout seul. Ah bah En voilà, allemand, bah super, en vous allez anglais, voir. en français, en breton. En Mayenne, eh ben, vous allez voir, ils vont adorer. Je vous promets, je la chante à Noël. On verra. Je vous envoie la vidéo. Je veux la vidéo. Ça marche. Merci beaucoup, Maëlle. Bon, Nadia, maintenant que vous avez la voix échauffée, hein, on va pouvoir regarder une archive que vous avez choisie. Une archive qui date de 1980, c'est ça? Expliquez-nous, de quoi que ça cause? Donc, c'est sur une petite rivière qui est considérée comme très malade à cette époque-là, parce qu'il y a une pollution des industries agroalimentaires et de la commune. Bon, alors on va en direction de Banalec? Voilà. Allez, et on retourne en 1980. C'est une archive, Ina, choisie par Nadia Dupont. Le ruisseau du Quinquis, affluent du Stergos, souffre d'une maladie très grave, à l'état désormais chronique, la pollution. Il faut dire que ce ruisseau, cet égout à ciel ouvert, reçoit consciencieusement et régulièrement les effluents de 7 entreprises agroalimentaires. Conserveries de poissons et de légumes, salaisons, abattoirs, désossages de volailles, découpes de viande de porc, saumon fumé, sans parler d'une pisciculture et d'une partie des eaux de la commune de Banalec. Menu à la carte, indigeste pour le Quinquis, tantôt rouge, noir ou encore crémeux. Il ne reste pratiquement plus rien, même les anguilles, les bestiaux les plus voraces et qui se développent quand il y a pollution agroalimentaire, ont disparu de ce ruisseau. Sur le Stergoz, on peut pratiquement dire que sur les 4 km qui le séparent
de son confluent avec la Venne, il y a aussi une dégradation. On l'a chiffré au niveau piscicole à moins 50% de la productivité. Saumon et truite. Saumon et truite. Et un peu plus loin, au niveau de la Venne? Un peu plus loin, bon, la rivière s'améliore bien entendu avec l'auto-épuration, mais cette pollution qui cumulée à d'autres, bon, on se rappelle de 77 les problèmes dans l'estuaire, où les parcs à moules et à huîtres avaient dû être fermés. Les signes avant-coureurs de la maladie ne datent pas d'aujourd'hui. Une certitude, la corrélation entre le développement industriel de Banalec vers les années 65-70 et la pollution. Dès 1974, l'abattoir local a fait l'objet d'un procès-verbal. En 1980, au terme d'une série d'analyses, les gardes-pêche ont dressé une dizaine de procès-verbaux. Placés au banc des accusés, les industriels sont conscients de polluer. C'est le cas des établissements Talex-Salaison, 125 employés de Banalec et de ses environs, 60 millions de francs de chiffre d'affaires en 1982. Cette entreprise prépare 65 produits de charcuterie avec comme matière première des porcs en provenance de Banalec et de Quimperlé. On pollue, c'est sûr, il ne faut pas nier l'évidence, il suffit de regarder les rivières. Nous polluons tous, c'est sûr. Mais alors, à qui la responsabilité? Vous êtes responsable quand même? C'est facile à dire, on est responsable, effectivement, on est responsable. Et étant donné que nos eaux de lavage et de cuisson, il faut bien les mettre quelque part. Hein. Mais nous avons fait le nécessaire pour justement préparer cette eau-là à être reçue ensuite dans un bassin d'épuration. Et c'est un problème industrie commune. Et les industries sont partie prenante pour qu'avec la commune, on s'arrange à faire un bassin final d'épuration. Donc c'est un problème industrie commune. Mais n'y a-t-il pas une certaine forme de chantage des industriels, des dispositifs anti-pollution ou des emplois? Non, je connais bien les industriels à Banalec, on est des Banalécois, on restera, je l'espère, Banalécois, il n'y a absolument pas de chantage à l'emploi. C'est la facilité et ça, c'est pas vrai, enfin ça n'existe pas, non, pas du tout. Indéniable, la municipalité de Banalec est mouillée dans cette affaire. Une bonne partie des eaux communales s'écoule dans le ruisseau du Quinquis. Alors voilà, c'est un ton assez surprenant. Hein, on peut dire que c'est un peu sans filtre, ce sujet. C'est vraiment surprenant. Oui, c'est pour ça que j'ai choisi cette archive, c'est que le ton est direct, à la fois du journaliste qui dit clairement d'où vient la pollution, et l'industriel qui dit aussi clairement qu'il pollue. Ah oui, clairement. Voilà, donc pollue. aujourd'hui, je pense qu'on n'aurait pas ce ton-là. Donc là, pour replacer un petit peu, en fait, donc ça date, on dit, la pollution depuis les années 60 pour ce ruisseau. En 64, il y a une loi qui a mis en place en France le principe de pollueur-payeur. Et le temps de mettre en place cette loi, les décrets d'application, etc. Donc il y a des taxes qui sont appliquées aux industries et aux communes qui polluent, du coup, nous en tant qu'habitants et les industriels. Et cette taxe permet en fait de financer des systèmes, comme il le nomme, l'industriel, des bassins de traitement et des systèmes pour traiter cette eau industrielle et aussi pour les communes. Voilà. D'accord. Alors, à partir de quand s'est amorcée une réelle amélioration, on va dire, quant aux rejets industriels dans les cours d'eau? La prise de conscience, elle s'est faite à quel moment? Donc, la prise de conscience, en fait, elle date de ces années 50-60. C'est pour ça qu'il y a la loi, ensuite la taxation, puis après l'Europe. La réglementation européenne a pris le pas et a obligé les pays à appliquer des actions pour limiter cette pollution, notamment domestique. Et on peut dire qu'on commence à voir une amélioration dans les années 90, où on a vraiment une forte diminution, des effets concrets, une forte diminution des pollutions industrielles et domestiques dans les cours d'eau qui se voit à partir des années 90. Et aujourd'hui, en France, on n'a plus, comme c'est le cas là sur cette archive, de pollution chronique liée à des industries. Ça n'existe plus. Pour la pollution domestique, c'est pas totalement réglé. On a encore des communes qui polluent les cours d'eau. Et puis il y a des accidents qui arrivent encore, malheureusement. Voilà, donc là, il parle vraiment de pollution chronique, puisqu'il dit clairement qu'il pollue tout le temps. Donc ça, aujourd'hui, c'est réglé. Par contre, on a toujours des accidents. On a connu en juin dernier un déversement de sang en Ille-et-Vilaine sur un petit cours d'eau. Et sur la sèche... D'un abattoir. Oui, d'un abattoir. Et sur la sèche en 2017, Lactalis avait aussi déversé une pollution de façon accidentelle. Donc ça peut toujours arriver, ces pollutions industrielles, mais plus sur des accidents que sur une pollution chronique, comme c'est indiqué
dans cette archive. Et cette archive, elle pointe aussi les conséquences, évidemment, de ces pollutions sur la biodiversité. Voilà, donc ça, c'est le début de l'archive où ils font un état un peu de ce cours d'eau malade et des conséquences sur les poissons. Donc, ils nous parlent des saumons, des truites, des anguilles. On est sur des cours d'eau où il y a ces migrateurs qui sont présents. Ceux-là, par contre, ils sont toujours très fragiles. La population de ces migrateurs est toujours extrêmement fragile en France. Plus vraiment pour cette pollution industrielle, mais ce qui est posé, c'est la pollution globale des écosystèmes, les océans, les milieux, l'ensemble des milieux qui sont pollués. Le fait aussi qu'il faut qu'ils remontent les rivières, et donc tout obstacle est un obstacle à leur remontée. La disparition de certains habitats, pour les frayères, notamment des saumons, pour les anguilles et les zones humides. Donc on est toujours sur des populations très fragiles de ces poissons. Pour l'anguille, on a un plan européen depuis les années 2000 de l'anguille, et donc la France s'est engagée dans un plan avec des repeuplements, protection des habitats, pour essayer de sauver ce poisson qui est vraiment en population qui disparaissent de façon très importante. Et heureusement, il y a des associations, et vous le disiez Maëlle, la personne qu'on voit dans l'archive... Yul Landrin, il y est toujours. Il y est toujours. Toujours là à défendre contre les pollutions sur les cours d'eau en Bretagne, oui, c'est sûr. C'est d'ailleurs l'anniversaire d'Eau et Rivières de Bretagne cette année. Exactement. Très ancienne association qui est toujours nécessaire puisque la pollution existe encore. Qui date de ces années 60-70, qui ont alerté sur l'état de ces cours d'eau, et notamment des cours d'eau finistériens. Exactement. Merci beaucoup, Nadia Dupont, d'être venue nous éclairer sur cette archive de 1980. Bon, puisqu'on était dans l'ambiance de Noël tout à l'heure, eh bien, je vous propose un petit atelier déco. Aurélie Le Bolloc, vous le savez, elle a toujours plein d'idées. Eh bien, ce matin, elle va nous aider à revisiter la traditionnelle couronne de Noël. Bonjour, je suis Myrtille. Moi, c'est Martine. Aujourd'hui, on vient retrouver Aurélie. Elle va nous apprendre à réaliser une jolie couronne de Noël XXXXL. Bonjour Martine, bonjour Myrtille. Bonjour Aurélie. Et si on réalisait une couronne XXL pour voir Noël en grand cette année? Ah mais c'est génial ça. Super idée. On y va. On va créer un mot qui sera au centre de notre couronne. On va d'abord le tracer sur une feuille de papier. L'important, c'est de l'écrire en lettres liées pour qu'après, on puisse facilement former notre mot. Donc maintenant, on va venir reproduire le mot Noël avec du câble électrique. Clac. On va consolider le tout avec du fil de fer. Bon, et là, vous allez me dire, OK, il est joli ton Noël, mais il y a une petite faute d'orthographe quand même, il nous manque les trémas. Donc, pour les trémas, on va prendre du fil de fer et on va l'enrouler autour d'un stylo. Notre mot central est formé. On va pouvoir passer à la seconde étape de notre réalisation. C'est ce cerceau qui servira de base à notre décor. Ce que je vous propose, c'est de passer une couche de peinture en spray dorée pour qu'on soit un peu plus dans l'univers de Noël. Maintenant que notre première couche est sèche, on va pouvoir retourner le cerceau et le mot et les bomber de l'autre côté. Pour la dernière étape de notre réalisation, on va commencer par installer le mot Noël au centre de notre couronne. Je vais le fixer avec du fil de nylon pour qu'il ne se voit pas. Donc on essaie de le centrer plutôt sur la partie supérieure. Pour les trémas, on va faire exactement la même chose, sauf qu'on va le tendre entre le N et le L. Pour une couronne un peu plus contemporaine, on va habiller seulement le bas de notre couronne avec du feuillage. Moi, j'ai choisi de l'eucalyptus. C'est vraiment la dernière tendance en termes de décoration pour les fêtes. On vient lui rajouter des décorations de sapin et une guirlande lumineuse. Notre couronne est maintenant finalisée. Vous pouvez la suspendre à l'aide d'un joli ruban. Là, on a une version un peu scandinave, mais vous pouvez aussi en faire une version plus traditionnelle. On résume. Pour réaliser une couronne de Noël XXL, créez un mot avec du câble électrique, puis consolidez-le avec du fil de fer. Ensuite, peignez en doré le cerceau et le mot avec une peinture aérosol. Enfin, fixez le mot avec du fil de nylon et habillez le cerceau de feuillage et d'accessoires. Et voilà comment réaliser simplement une couronne de Noël originale.
C'est pas mal. Qui va tester? Allez. Je peux te faire, ouais, c'est joli. En chantant Mon beau savin, ça doit être pas mal. Bah, oui, évidemment. Par contre, ça manque de paillettes. Ah, moi j'ai remarqué, ça manque de paillettes. Heureusement, vous êtes là. Ce problème, exactement. Nous allons parler paillettes et sequins. Chouette. Eh bien oui, parce que les fêtes de fin d'année, c'est l'occasion parfaite pour oser quelque chose un peu différent, être un peu audacieux dans son look. Alors ce matin, nous allons parler sequins, glitter, paillettes et surtout je vais vous donner quelques règles pour pas ressembler à une boule à facettes. Parce que c'est souvent un problème. Et puis il va falloir nous expliquer les mots, sequin, glitter, tout ça. Glitter c'est paillettes en anglais. Ok. Mais j'ai voulu, voilà. Alors on va éviter le total look paillettes, c'est ça ce matin? Ça, c'est la règle numéro 1. Exactement. S'il y a bien une chose primordiale à éviter, c'est de s'habiller de la tête aux pieds en paillettes, parce que c'est un petit côté un peu too much. C'est un fashion faux pas et ça risque toujours d'éblouir un peu légèrement. Enfin, voire d'aveugler, parce que ça peut faire mal aux yeux, effectivement. Alors, quelle est la règle numéro 2 à respecter pendant ces fêtes? Osez seulement si vous assumez. Ah, c'est sûr que là... c'est pas toujours évident. C'est original. Donc après, on peut le voir sur les photos, vous voyez, on peut le mixer de façon... ça, c'est sympa. Plus facile à porter. Si vous faites ce choix vestimentaire, vous allez miser sur des belles pièces et de belles matières. Justement pour pas faire cheap. Si vous êtes adepte du total look noir, souvent en période de fête de fin d'année, on va plus vers du noir parce que c'est plus sobre et élégant. Eh bien, vous allez rajouter une petite touche, soit dans un petit top léger, vous allez remettre une veste par-dessus, soit sur un col à sequin ou un accessoire. Si par contre vous êtes un petit peu plus hardi, là il va falloir jouer sur une pièce plus forte comme dans un pantalon ou sur une jupe. D'accord. Alors, on choisit les paillettes également selon notre silhouette. Mais oui, ça c'est important. Forcément, vous l'aurez sûrement déjà remarqué, les matières ornementées donnent un petit peu plus de volume. Donc, il faut faire en fonction de votre morphologie. Pour pallier donc ce petit souci, notamment si vous êtes dans une tendance, si vous avez des hanches généreuses, il va falloir faire attention d'attirer plutôt le regard sur la partie haute du corps et rester sobre au niveau du bas. D'accord ? Si vous avez une silhouette plutôt en V, à l'inverse, vous allez attirer le regard sur la partie basse et minimiser la partie haute. D'accord. Ça va ? Logique. Logique. Si vous êtes sur une silhouette plutôt en haut, faites attention d'avoir soit un top, soit une robe donc pour avoir un pan un peu vertical, une ligne verticale, et vous rajoutez une veste par-dessus pour pas donner trop de volume. Par contre, si vous êtes en silhouette X ou 8, là, pas de problème, vous pouvez jouer avec la paillette sans aucun problème. Épaules et hanches de même largeur, taille marquée. D'accord. Voilà. Ah oui, mais il faut traduire aussi parce que c'est mieux. Je suis là pour ça. Ah justement, voilà. Donc, le mot d'ordre, c'est faire attention à ne pas alourdir. C'est ça C'est ça. Oui, tout à fait. Parce que si on veut conserver une silhouette harmonieuse, il faut mettre des paillettes seulement sur des endroits déjà que l'on aime. Sur ses atouts, puisque ça attire le regard. C'est un point de focalisation. Donc, si on n'est pas à l'aise avec ses hanches ou avec ses cuisses et qu'on met un pantalon à sequin, dites-vous, c'est directement, l'œil est directement posé dessus. Donc, on fait attention à ça. On essaye vraiment de bien cibler. On utilise la paillette, mais avec goût. D'accord. Alors, les sequins, expliquez-nous, parce que pour les téléspectateurs, certains peut-être ne savent pas ce que c'est même les nous, sequins. Même vous, alors voilà, donc on traduit. C'est sur le pantalon, alors voilà. sur mon petit haut. Alors, je sais pas si on le voit. Oui, si, on voit bien. En fait, c'est des espèces de petites paillettes, de petits... Oui, voilà, petites pastilles, en fait. On le voit pas. Des pastilles. Des petits ronds, en fait. C'est des petites pastilles lumineuses, exactement. D'accord. Et la paillette, effectivement, ça peut être fait sur différents tissus, ça peut être dans des fibres. C'est toujours très lumineux. Et on aime ça. Alors, on les rajoute, donc on a compris, au basique. Mais alors, du coup, est-ce qu'il faut rajouter aussi de la couleur ou pas? Alors, oui, j'insiste sur le fait que les basiques vont être importants. Donc déjà, dans tout bon dressing, il vous faut des basiques pour vraiment associer avec des pièces beaucoup plus fortes, comme effectivement les sequins. Donc les basiques, c'est la petite veste noire. Exactement, c'est une robe, c'est un top noir, c'est un pantalon noir, c'est une petite veste ou un perfecto. Et dans ces moments-là, vous allez pouvoir les associer à une pièce beaucoup plus forte. Si à l'inverse, justement, vous avez envie d'avoir une jupe à sequins et marquer un peu le cou, là, on va tempérer, on va peut-être être sur un petit t-shirt simple blanc, une petite veste en jean ou un pull très léger. Faut vraiment y aller mollo parce que on peut vite tomber dans le trop. Alors trop, ça a trop de couleurs, quoi. Ça va pas. Ça peut. Alors, forcément, avec les paillettes, on évite de mettre des couleurs trop criardes. Là, pour le coup, on va être vraiment c'est festif, oui, mais attention. Donc, c'est vrai que tout ce qui est plutôt couleur claire, les dorés, les argentés en paillettes ou en sequins, c'est très joli. Après, vous avez des couleurs aussi très festives, des rouges ou des verts sapins. Ça, c'est actuel, donc pourquoi pas. Et sinon, il y a l'indémodable noir.
En sequin, c'est plutôt sympa. Bon, alors, est-ce qu'on y va mollo sur le bijou? On évite aussi ou on peut rajouter? Oui, parce que ça, c'est déjà un bel accessoire, une belle originalité. Pour tout ce qui est bijoux, on évite la parure. On peut aller dans de la discrétion. Donc, ça peut être une petite boucle d'oreille, mais faire collier plus boucle d'oreille, là, ça ferait pareil doucement. Hein, on va y aller mollo. Par contre, effectivement, sur les accessoires, c'est très intéressant. Alors là, on mise sur les accessoires. On va miser sur les accessoires, surtout si vous avez peur de porter ça en vêtements et de ne pas les remettre derrière. Au contraire, jouer l'originalité sur des ceintures, sur des chaussures, ça peut être des petites chaussettes à paillettes, ou des sacs même, des pochettes. Des sacs, des petites pochettes. Mais voilà, il faut miser plus, finalement, plus là-dessus, parce qu'il y a l'embarras du choix. Bon, alors, est-ce que les messieurs pourront aussi briller au Nouvel An? Oui. Alors, avec des paillettes aussi. Alors, j'ai trouvé... elle est extrêmement rassurante. La barbe en paillettes, c'est concept. Donc ça, effectivement, j'ai trouvé nœud papillon ou veste, mais après, c'est moins classe. Sequin noir, ça peut être sympa. Sequin noir, oui, effectivement. Faudra qu'on en parle à Billy, je pense que Billy, il aimera bien je suis sûre que Billy, des sequins noirs en veste comme ça. Mais sinon, j'ai trouvé ça. Mais alors comment on fait ça? Déjà, il faut une barbe, je pense. C'est deux blogueurs qui ont créé ça. La tendance de la barbe, elle y est. On est en plein dedans en ce moment. Et pour le côté festif, vu que on trouve moins de sequins pour vous, et bien en fait, tout simplement, il faut tremper sa barbe dans de l'huile. Trempez-la dans l'eau, ça fera des escargots tout chauds. Oui, comme la chanson, exactement. Trempez-la dans l'huile et puis mettez de la paillette. Et voilà. Et ça, c'est sympa. Alors, ça doit pas être très agréable. Alors je pense pas vouloir manger un truc quand même là. Si, on en met partout. Si, de la paillette. Voilà, exactement. Et pour chanter, à mon avis, c'est moyen. Je vais pas te dire, mais oui. Mais Mel, tu pourrais essayer. Tremper dans l'huile et mettre de la paillette. Voilà, une photo. Voilà, nous, on veut la photo. On attend que ça. Je peux faire rouge et vert en plus, histoire de. Ah oui, on peut apporter de l'originalité, effectivement. Mais sinon, il existe des pantalons à paillettes pour hommes ou des choses. J'ai pas forcément trouvé. Ou alors si, mais c'était plus dans les déguisements. Mais pas beau. Dans les déguisements. Non. Après, nos papillons, il y en a des très sympas. Donc ça peut être juste ce petit détail, parce que comme on disait, les papillons sequin noir, ça peut être super. Voilà, c'est tendance en ce moment, le papillon. Ça, c'est une belle idée, ça. J'ai un papillon qui brille un peu, noir. Il n'est pas sequin, mais. Alors, il n'y a pas que sequin, on peut avoir dans le nœud papillon ou dans la cravate des petits filaments un peu justement brillants qui apportent justement cette luminosité. C'est pas forcément du sequin, mais il y en a, même les vestes. J'en ai vu, Comme quoi. Bon, et vous nous direz, vous nous raconterez début janvier comment ça s'est passé. Je tente la barbe à paillettes, c'est sympa. Nous, on veut la photo dans l'émission. Hein. Ah non, mais on veut la photo. Hein. Comme moi avec la vidéo de mon beau sapin, je vous le dis. Hein. Tiens. Chiche, donnant. Allez, merci à tous d'avoir été avec nous. C'est déjà fini pour aujourd'hui. On se retrouve demain à 10h45. Dans quelques instants, on vous propose de retrouver votre itinéraire Bretagne, cette fois-ci sur la mer. Et c'est bien fait. Une série proposée par Baptiste Galmiche qui se penchera aujourd'hui sur le bien-être par les algues. Voilà, on vous souhaite une excellente journée sur France 3 Bretagne. À demain, Kenavo.